Et bonsoir à tous pour encore une petite demi-heure ensemble pour parler du couple en général et notamment du couple dans cette période un peu particulière de confinement. Alors, il faut savoir une chose générale dans la vie qui marche pour tout. Il y a des choses qui s'acquièrent naturellement, qui nous viennent à nous. D'accord? Et il y a des choses qui vont demander un travail proactif pour y arriver et acquérir. Par exemple, d'accord? On a parlé ce matin dans le Messiah des Charim. Manger, j'ai faim, d'accord? Je n'ai pas besoin de faire un travail pour avoir faim. Si je ne fais rien, naturellement, la faim va venir se rappeler à moi et je vais avoir envie de manger, d'accord? Si quelqu'un veut se laisser avoir les cheveux longs, d'accord? Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour avoir les cheveux longs. Naturellement, mes cheveux poussent, d'accord? Il y a d'autres choses que si je ne vais pas mettre une dynamique proactive pour y arriver, eh bien, j'ai aucune chance d'y arriver, d'accord? Ça, c'est notamment vrai pour toutes les choses qui sont de l'ordre du profond et du spirituel. Si on parle du couple, d'accord, l'attirance physique, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est superficiel, est quelque chose qui naturellement euh, va venir m'attirer. C'est-à-dire que je suis objet d'un mouvement qui part de l'extérieur et qui m'attaque. D'accord? Mechila, d'accord? Si j'apprends, s'il y a des dames parmi nous, j'apprends, mais je pense que c'est vrai tout, que naturellement, les hommes vont être attirés, d'accord, par les images de femmes. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui va attirer le regard vers. Et là, l'homme, Bezat Hashem, va devoir faire un travail pour dire ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas regarder, etc. etc. D'accord? Donc, tout ce qui est de l'ordre du physique, de l'extérieur, ça va être un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et ça se rappelle à moi sans que j'ai rien besoin de faire. Si une personne dit moi, mon but dans la vie, c'est d'être attiré par les femmes, et ben, il n'a pas besoin de faire beaucoup de travail là-dessus. Il va y arriver très bien tout seul. D'accord? Mais toute chose qui va être un travail du cœur, de développer en soi une relation, quelque chose de profond, ça va faire partie de la catégorie des choses qui vont demander un travail proactif pour y arriver. D'accord? Notamment, il faut savoir une chose, que le couple, développer l'amour dans le couple, ne fait pas partie des choses naturelles, fait partie des choses qui sont profondes parce qu'on veut que la relation dans le couple soit une relation profonde et vraie. Et ça va demander un travail. La première chose que je dis à tous les jeunes couples que je forme, c'est comprenez ça, et c'est un peu violent cette phrase, mais je la dis quand même, d'accord? Vous m'excuserez, je fais un peu exprès, mais l'issue naturelle d'un couple, c'est le divorce. C'est-à-dire que si te laisses aller à la nature des choses, naturellement, tu ne vas pas arriver à développer une relation qui est vraie et qui est profonde. On peut naturellement, mon regard naturel sur toutes les choses de la vie, c'est que je vois le monde comme un ensemble de prestataires de services. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Pas forcément quelque chose de bas de gamme, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, je suis un manque de consommation. Le corps, dans son truc, qui entre guillemets, le rapport de l'extérieur vers l'intérieur, et je prends, je consomme. Mais si dans le couple, je suis dans une recherche de consommer l'autre, de voir ce que l'autre peut m'apporter, eh bien, d'une certaine manière, une fois que je l'ai consommé, ben, je cherche un prestataire de service, un autre. D'accord? Je me lasse. On n'arrive pas à… Au contraire, si je suis dans une dynamique de construction, qu'est-ce que je peux apporter, c'est-à-dire un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien là, je cherche toujours à apporter plus et la relation va se renforcer et se construire et se rajouter. Maintenant, lorsqu'on est dans une situation comme celle du confinement, c'est un moment où tout est un petit peu chamboulé. Le couple, on a déjà parlé dans les 2 premiers jours, on en reparlera, est parfois un petit peu mis à fleur de peau par la situation qui est pas forcément très agréable et qui est pas forcément facile à vivre pour chacun. Et je vous invite, je vous enverrai les liens à revoir les 2 premiers cours qu'on a fait sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une opportunité, vu qu'on va se retrouver tous les deux à la maison l'un avec l'autre, pour dire si notre objectif commun est de renforcer notre couple et de construire une vraie relation ensemble qui est profonde, eh bien, on a une bonne opportunité maintenant pour mettre en place les choses qui vont nous permettre d'y arriver.
D'accord? Et ça, je le dis, les gens, quand j'en viennent au cours que je fais sur le couple, mais je vous le dis aussi, vous qui avez pris le temps de venir vous connecter, d'accord, pour regarder pour regarder ce cours, pardon, c'est que déjà le simple fait d'exprimer, de dire oui, le couple, c'est quelque chose d'important pour moi. Et oui, effectivement, je veux arriver à créer une relation entière avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, etc. C'est déjà le point de départ essentiel. Parce que si au fond, c'est pas clair pour moi, un, que c'est extrêmement essentiel pour moi la réussite de mon couple. Un. Deux, que la réussite de mon couple, ça ne veut pas dire juste dire de ne pas avoir de problème, mais j'ai des attentes de mon couple. Et trois, ça va demander de l'investissement pour y arriver. Eh bien, vous avez déjà fait, je ne sais pas dire 90%, 80%, une grande partie du travail, c'est déjà un bon début. Je vous raconte juste une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, je formais un khatan qui devait se marier, que je mariais d'ailleurs une semaine plus tard, comme ça, un Israélien. Bon, et il me dit comme ça, au passage, moi, on parlait du coup, forcément. Et là, il me dit une sorte de blague de garçon de bachelor, d'accord? De garçon qui se marie. C'est une blague qui est à la fois pas très intelligente, qui est pas très, très grave non plus. C'est une blague, la blague classique. Oui, je vais me marier, alors je vais rentrer en prison, ma femme va me mettre la chaîne au cou, le boulet. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais une blague de ce genre, je suppose que vous connaissez. D'accord? Est-ce que c'est le truc le plus marrant, le plus intelligent à dire? Non. Est-ce que c'est le truc le plus gravissime au monde? A priori, non. Bon, c'est des blagues de garçon. D'accord? Il était un petit peu à l'aise et il s'est permis de dire cette blague. Alors là, j'avais devant moi deux possibilités. Ou bien je faisais un sourire en disant ha 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 et je continue le cours. Je dis bon, ok, je laisse passer. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, mais je pense que j'ai bien fait. Je lui ai dit écoute, je suis désolé, je sais que ce n'est pas très sympa, ça ne fait pas très cool, truc, mais ça ne me fait pas rire. Pourquoi ça ne me fait pas rire? Parce que si une semaine avant de te marier, c'est ça l'image que tu as, les attentes que tu as vis-à-vis de ton couple, mais qu'est-ce que tu vas arriver à faire? C'est-à-dire que la base, le début, pour qu'on commence un petit peu à parler de la réussite et la mise en place d'un couple, il faut déjà qu'on soit conscient qu'on cherche à réussir ce couple, que c'est ça notre objectif, qu'on sache où on doit aller. Si tu n'es même pas conscient que tu dois devoir faire un déplacement pour aller vers quelque chose, ben c'est sûr que tu ne vas jamais y arriver. Si tu crois que tu es déjà arrivé au bon endroit, bah, tu n'as pas de raison de bouger de chez toi. Imagine, tu dois faire des courses, mais tu crois que les courses, elles vont venir vers toi. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé c'est un exemple. Tu vas au restaurant, d'accord? Tu vas pas, d'accord? Je ne vais pas chez Fauchon, ok? Je ne sais pas si c'est un restaurant Fauchon, excusez-moi. Quand tu vas pas, d'accord? Euh, euh, Tu t'assois et aucun serveur vient te voir. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que c'est un serveur qui doit venir vers toi pour prendre ta commande, mais en fait, c'est un restaurant dans lequel tu dois aller à la caisse pour commander ce que tu veux. D'accord? Alors quoi? Si tu penses que le couple, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur vers toi, je vais, comme ça va me venir, bah forcément, je ne suis pas content que je dois mettre en place une dynamique, un travail pour arriver quelque part. Donc, première, on commence à peine à réfléchir, d'accord? Pour que les choses aient du sens et une chance d'arriver, il faut que je sois conscient que, mon couple, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, ça vaut le coup et ça demande un investissement et c'est justifié parce que c'est essentiel pour moi. J'ai toujours aux gens qui se marient. Quand tu te maries, tu acceptes, et ce n'est pas évident, de rentrer dans un système dans lequel ton épanouissement personnel ne pourra pas passer au travers de l'épanouissement de ton couple. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je le dis, je répète cette phrase avec votre permission. Qu'on comprenne bien que lorsque tu acceptes de te marier, tu rentres dans un univers nouveau qui est l'univers du couple, dans lequel tu ne pourras pas être heureux et épanoui en dehors de la réussite de ton couple. C'est-à-dire que même si ça va très bien, tu es le meilleur au boulot, tu gagnes de l'argent et au foot, tu as marqué 12 buts et ton équipe, elle a gagné et je ne sais pas quoi, et tes copains ils disent que tu es génial, mais tu rentres chez toi et ton couple, ça ne va pas, tout le reste s'écroule. Et la même chose dans l'autre sens. D'accord? Si madame ou mademoiselle, tes copines, elles trouvent que tu es super, tout va bien, le travail, tu t'épanouis, mais tu as l'impression de ne pas exister aux yeux de ton mari, à quoi ça sert? D'accord? Donc, la première chose, le fait déjà de prendre le temps de regarder un cours sur le couple, ça montre déjà quelque chose d'essentiel qui est de dire on comprend que le couple, c'est pas ça me vient.
Je dois réfléchir. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je dois être conscient. Donc j'ai compris que je dois aller commander, je dois aller chercher la réussite de mon couple. Et ça va me demander des efforts. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, une fois que j'ai compris que je dois faire un mouvement, je dois aller chercher quelque chose qui est extérieur à moi et je dois aller vers cette chose-là. D'accord? Si maintenant, je sais que je dois aller à un mariage, j'ai plusieurs questions. Première question, il est où? Donc, je dois avoir l'adresse. Qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire, c'est quoi un couple réussi? Comme je dis souvent dans les cours, c'est quoi les KPI? D'accord? C'est quoi la façon d'évaluer qu'un couple est en bonne santé et réussit bien? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Je veux que mon couple y réussisse. C'est-à-dire quoi? D'accord? Ça, c'est un. Et donc, je dois le définir. Quelle est mon adresse? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que ça, c'est pas important? Donc, je dois réfléchir à ça. Et quand je dis je dois réfléchir, c'est on doit réfléchir aussi en tant que couple. On doit clarifier cette chose-là. Un. Deux, je dois poser la question de où j'en suis aujourd'hui. Et trois, donc je sais où j'en suis, où je dois aller, comment on y va. Ça, c'est en amont. Et après, au fur et à mesure, me poser la question, est-ce que je suis dans la bonne dynamique? Est-ce que je suis dans la bonne direction, pas dans la bonne direction, etc. Tant que tu ne sais pas ces choses-là, eh ben, au fond, tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour parler avec ta femme, ouvrir la bouche pour parler avec ton mari, parce que tu ne sais pas si tu es en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Ah, parce que tu peux très bien dire non, mais ça va, on est dans la bonne direction, ça fait qu'on on se dispute pas, etc. Mais le but d'un couple, c'est pas je ne pas se disputer. En tout cas, il faut le clarifier. Si ton objectif de couple, c'est de ne pas disputer avec ta femme, c'est une très bonne façon de ne pas disputer avec ta femme, c'est de ne pas te marier. D'accord? Pas disputer avec une femme non mariée, elle ne se dispute pas avec son mari. Mais elle sent bien que ça lui manque. Donc, si vous êtes marié, c'est que tu attends plus que de ne pas avoir de problème de ton couple. Donc, qu'est-ce que tu attends? Et donc, ça, il faut le définir, il faut le clarifier. Parce qu'une fois que tu comprends que ça, tu le veux, et c'est ça que tu veux, c'est ça que tu cherches, tu vas maintenant évaluer tes décisions à l'orée de ton objectif. D'accord? Il se pose la question, c'est quoi une bonne journée? Alors, chacun peut donner une réponse différente. D'accord? Alors, j'aime bien faire ça dans les cours, là, je ne vais pas vous dire chacun la réponse, que chacun donne sa réponse. Mais c'est quoi une bonne journée? Eh bien, chacun va dire oui, une bonne journée, c'est une journée où j'ai appris des choses, où j'ai avancé dans ce que je devais faire, je me suis reposé, j'ai profité. Chacun il va avoir cette définition. Je vous dis la vérité, c'est qu'en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Ça dépend. De quoi ça dépend? Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Une bonne journée de vacances, c'est pas comme une bonne journée de travail. C'est pas comme une bonne journée en quarantaine, et c'est pas comme une bonne journée avec les enfants, et c'est pas comme une bonne journée à la yeshiva, et c'est pas comme une bonne journée entre. Tout dépend de ce que je suis en train de faire. Mes objectifs vont dépendre de ma réalité, de ce que je cherche. Il y a des moments où je cherche à me reposer, donc une bonne journée, c'est que je me suis reposé. Des moments où je cherche à apprendre, donc une bonne journée, c'est où j'ai beaucoup appris. Des moments où je vais chercher à réaliser, c'est une bonne journée, c'est une journée où j'ai beaucoup réalisé. D'accord? Mais en tout cas, je dois savoir mettre le doigt sur ce que je cherche. Un, de dire, je cherche des choses, j'ai des attentes de ma journée, je me réveille pour quelque chose. D'accord? D'ailleurs, au passage, la première halakha du Shulchan Aruch, la première halakha d'un juif, c'est quoi? Yidgaber à Adam Kaare la avodat boro, chez Yehu meorer et hashachar. C'est quoi la halakha? La première halakha, c'est qu'une personne doit se lever comme un lion pour servir son créateur, que lui-même doit réveiller le matin. C'est-à-dire quoi qu'il doit réveiller le matin? Pas qu'il va aller taper sur l'épaule du soleil pour lui dire réveille-toi. Non. Pourquoi? Pour qu'une personne ne doit pas un juif ne doit pas se laisser réveiller par le soleil. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand je me laisse réveiller par le soleil, c'est je suis au lit, et à un moment, il y a trop de soleil dans la chambre, donc je ne peux pas rester au lit, donc je suis obligé de me lever. C'est-à-dire que je me lève parce que je ne peux pas rester plus au lit. Mais si je pouvais rester plus, je serais resté plus. Non, non, non. Ta journée, tu ne dois pas être le résultat de. Il y a de lumière, donc je me lève. Je suis une conséquence d'une cause extérieure. Je dois être la cause de ma propre vie. Je décide de me lever, donc je me lève. Et là, c'est une expression qui est assez intéressante. Ouillé ou mes horaires de charge. C'est moi qui vais réveiller le jour. C'est moi qui décide que la journée commence. C'est-à-dire, quel que soit l'horaire à laquelle je vais décider que je dois me lever, d'accord? Peut-être que je décide que je dois me lever à 7h, 8h, 9h, j'en sais rien, quelle que soit l'organisation de ma journée, d'accord? Pardon, mais c'est moi qui décide, je dois me lever à telle heure et je me lève. Je suis proactif. Je mets en route ma journée.
D'accord? Donc, même chose, dans son couple, je dois mettre en route les dynamiques qui vont être les dynamiques de construction de mon couple. D'accord. Donc, lorsque je suis en confinement, lorsqu'il y a un changement, on va dire maintenant, la situation a évolué, quels sont maintenant nos objectifs là-dedans? D'accord? C'est possible, d'accord, qu'en confinement, l'objectif de ne pas s'étrangler, ça peut être, c'est un peu triste que ce soit ça nos objectifs, mais il y a des moments dans la vie où je dois être capable de dire que là, étant donné les conditions, déjà, si on ne s'étrangle pas, si on ne se fait pas de mal, si on ne se dit pas des mots qui vont blesser et qui vont laisser des marques sur le long terme, c'est déjà pas mal. C'est un objectif qui est un peu à minima, mais il faut être capable d'accepter d'accepter la situation et dire peut-être c'est ça mes objectifs. Maintenant, un couple qui va un peu mieux, d'accord, il va fixer des objectifs qui sont un peu plus élevés que ça. D'accord, c'est pas juste de pas se disputer. On va chercher à mettre des choses en place, on va chercher à progresser. D'accord. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un nouvel univers et cet nouvel univers demandait de redéfinir nos objectifs dans cet univers. Moi, j'en profite pour dire une chose que un, 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 un couple qui vient de se marier, il y a une mitzvah de passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble, c'est une occasion de créer le lien. Donc, lorsque nous sommes naturellement confinés dans un espace, on est ensemble, on va pouvoir créer du lien. Créer du lien, ça va se faire en parlant. De quoi? Alors, soit tu parles encore du corona, mais c'est anxiogène, ça ne sert à rien. D'accord? De quoi tu vas parler? Tu peux regarder des cours sur le couple et d'échanger ce que tu as entendu. D'accord? Mais c'est-à-dire de créer une discussion au sein du couple, de dire quels sont nos objectifs, où est-ce qu'on en est. D'accord? Parfois, c'est un peu désagréable si le couple va mal de commencer à parler, dire oui, mais il y a ceci, cela. Sans être dans un. On a déjà parlé hier de la communication non agressive, d'accord? Mais euh, mettre une dynamique, dire rien que le fait d'exprimer ce couple important, je t'aime, je veux que notre couple soit encore plus incroyable, je veux qu'on s'aime, je veux qu'on se comprenne mieux l'un l'autre, je veux qu'on fasse plus partie les deux d'un tout, etc. Ça, c'est une parole qui déjà calme le couple. Et au lieu d'être en situation un petit peu où je suis passif, j'ai l'impression de me prendre des claques toute la journée de la situation. Alors, soit s'il y a des enfants, les enfants, et trucs, je suis en train de. Non, on est dans une phase et on est proactif et ça donne de la force. Et on se sent bien, on se sent détendu. Il y a un programme. D'accord? C'est une première chose. Une fois qu'on a défini c'est quoi nos objectifs, on doit comprendre une chose, que l'on doit mettre en place un plan pour arriver à ces objectifs. Et là, c'est quelque chose qui est essentiel. Il dit le Messiah Tesharim, il parle des Emsaïm. Emsaïm, c'est quoi quelque chose qui est Emsaï? C'est un moyen. Un moyen, c'est quoi? C'est quelque chose qui est une étape moyenne, au milieu. C'est-à-dire que je ne suis pas encore arrivé là où je dois être, mais j'ai mis en place les choses qui vont me permettre d'y arriver. Si je pense de dire, par exemple, je ne veux pas qu'on se dispute. Donc, maintenant, on ne se dispute pas, et bien, ça ne se passe pas comme ça. Les changements de fond sont par définition des choses qui vont s'inscrire dans la durée. Et donc, on ne verra les résultats des investissements que l'on va fournir, d'accord, que au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, un an, en fonction du sujet et de la réalité du couple. D'accord? Mais je dois être en train de mettre en place une réalité dans laquelle je suis conscient, comme quand on joue aux échecs. Si on dit quoi le but du jeu des échecs, c'est de faire échec et mat. Donc il dit, ok, très bien, il est où ton roi? Je vais le manger. Je vais faire échec et mat. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Un, un grand joueur d'échecs, d'accord? Il est capable, tu vois une partie avec des pions là et là, et au milieu de la partie, qu'est-ce qu'il prend? Il prend son roi. Il dit bravo. Et l'autre, il dit ah ouais, ouais, franchement. Je ne comprends pas, la partie, elle est au milieu. Non, pourquoi? Parce que comme il a un regard, il sait que cette situation avec l'agencement des pièces comme ça, il a déjà perdu ou il a déjà gagné. Si tu veux, on l'a fini la partie, mais tu vas faire ça, tu vas faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Au fond, on doit juste dérouler des choses, mais tout est déjà mis en place, on sait qu'on y est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont des situations intermédiaires où on sait, alors parfois ce n'est pas du 100%, enfin c'est du 80%, mais on sait qu'on a déjà mis tout le cadre et tous les outils qui vont faire que globalement on va pouvoir traverser cette période difficile parce qu'on a mis tous les outils en place en amont et donc tout va bien. Et il y a des fois où, malheureusement, même si tout va bien, on ne se dispute pas, etc., on sent bien qu'il y a des problèmes de communication dans le couple qui font qu'en fait, on est déjà en grande, grande difficulté, même s'il n'y a pas encore les disputes qui sont sorties.
ce qui est important, c'est d'arriver, à arriver à voir en amont quand il y a des problèmes et les traiter avant que ça explose. Ce qu'on a parlé hier, mais ce n'est pas le moment. Le moment où on est dans une situation où émotionnellement c'est très chargé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et j'étais blessé, et je me sens une remise en question, etc., confiance en moi, et j'ai des doutes, tout ça. D'accord. C'est pas le meilleur moment pour arriver à parler. Parfois, c'est difficile de parler. En amont, c'est beaucoup plus facile de parler. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, de comprendre que on va devoir mettre en place un plan pour arriver à. D'accord. C'est-à-dire, imaginons que par exemple, le couple dit écoute, je pense qu'on doit travailler sur notre communication de façon très grave. Je remarque que très souvent, on a des incompréhensions dans le couple. Moi, j'ai dit ça et toi, tu n'as pas compris que j'ai dit ça. Mais pourtant, je te l'ai dit. D'accord. Et là, on va arriver dans une situation qui est parfois, je ne sais pas si ça vous arrive chez vous, d'accord, où on va dire des phrases du style, mais si, regarde, je te l'ai dit, c'était même à ce moment-là et à telle heure, on était là-bas, etc. D'accord. Souvent, les femmes ont une meilleure mémoire que les hommes, donc ce n'est pas juste. Quoi qu'il en soit, le fait que techniquement, je te l'ai dit, ok. Mais est-ce que ça veut dire que tout va bien? Non. Parce que si, in fine, le message n'est pas passé, c'est qu'il y a un problème. Le problème vient de moi, il vient de toi, etc. Le problème, il vient de nous. D'accord. Le concept de toi et moi, c'est tes problèmes. D'accord. C'est une notion à oublier dans le couple. C'est nos problèmes. Maintenant, il faut savoir que notre problème, peut-être, peut se retrouver chez toi. Mais ce n'est pas la même chose de dire que c'est notre problème qui se trouve chez toi. Si par exemple, Chazvé Shalom, il y a quelqu'un dans un couple qui se trouve malade. D'accord. Alors, de dire, si c'est pas la femme qui est malade, d'accord. De dire que c'est le mari qui est malade et que le mari qui va prendre les médicaments, ça ne va pas aider. D'accord. Si c'est la femme qui est malade, c'est la femme qui va prendre les médicaments. Mais d'une certaine manière, si le mari comprend dire, ma femme a un problème, d'accord, c'est un problème dans le couple. Nous sommes malades. La maladie est chez ma femme, mais nous sommes malades. Le couple est malade. C'est mon problème à moi. D'accord. Donc, je reprends. Donc, maintenant que si on sent qu'on doit aller travailler sur des choses, on doit comprendre qu'on doit mettre un plan en place. Comment est-ce qu'on arrive à faire ces choses-là? Si on a un problème de communication dans le couple, on doit acter qu'il y a un problème de communication. Et je dis souvent cette phrase, je la répète pour ceux qui ont l'habitude de venir au cours, et je sais que je la répète très très souvent. La Torah n'attend pas de nous que l'on soit ni dans le déni, ni dans le fatalisme, quelle que soit la situation. D'accord. Donc, prenons un exemple. Alors, prenons un exemple, par exemple. D'accord. C'est une belle façon de dire les choses. Euh, je suis colérique. Je me mets en colère. D'accord. Ou je suis jaloux. Je sens, moi, la jalousie, et lui, il réussit mieux que ça, lui, moi, et lui, il est plus riche, et lui, sa femme, elle lui fait du couscous, etc. D'accord. Donc, de dire je ne suis pas colérique, je ne suis pas jaloux, c'est la meilleure façon au monde, d'accord, pour être sûr de te planter. Donc, tu ne dois pas être dans le déni. Maintenant, c'est quoi? Tu peux être dans le fatalisme, de dire écoute, je suis comme ça, moi, je suis colérique, je suis comme ça. D'accord? Non. À la fois, Jacques le fait que c'est ça que je ressens, c'est comme ça que je ressens les choses. D'un autre côté, j'ai pleinement conscience que je suis capable de travailler avec ça. La question qui va se poser, c'est voilà ma réalité, qu'est-ce que je fais avec ceci? Comment j'évolue? Comment je construis là-dessus? Comment j'évolue autour de ça? D'accord? Donc, si dans le couple, on arrive à un moment où on doit se poser, on parle l'état de notre couple, chacun de son côté, les deux ensemble, d'accord? On doit arriver d'un côté à se dire, effectivement, nous avons tel et tel problème, ou j'ai tel et tel problème, ou c'est difficile pour moi de, ou j'accepte difficilement cette chose-là, et pas de dire, de toute façon, c'est comme ça, rien à faire, de dire, ok, d'accord, j'accepte ça, c'est ma réalité, c'est ça les outils avec lesquels on va travailler. Éventuellement, j'aurais peut-être voulu avoir d'autres outils. Très bien, écrire un bouquin dans lequel le protagoniste a d'autres outils et d'autres réalités et vends-le et tu vas peut-être devenir très riche. D'accord. Mais dans ta vie, c'est tes outils, c'est ta réalité. Une fois que tu acceptes ces outils, c'est ta réalité, tu dis qu'est-ce que j'en fais? On a une bracha, il dit le Ravolbeu, tous les matins on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa li kol sorki. Mais sois-tu Hashem qui m'a donné kol sorki, tous mes besoins. C'est-à-dire que il faut avoir, c'est la base de la émouna du judaïsme, que tout ce qui m'arrive, j'ai la force, j'ai les outils
pour arriver à travailler et à utiliser ça et sortir ça de façon positive et constructive et épanouissante. Donc, si j'ai en moi ce sentiment de jalousie, ce même sentiment de jalousie, j'ai le moyen de le prendre et de le transformer en quelque chose de bien. Sentiment de colère, je peux le transformer en quelque chose de bien. Les difficultés de mon couple, nous avons les outils pour passer outre, mais ça va demander de mettre le doigt dessus, de comprendre, d'avoir la émouna que je peux le changer, j'ai les outils pour changer, et d'avoir la volonté ensemble de le faire. Et ça passe aussi très fort par le fait de dire, mais je t'aime. Le fondamental est là. D'accord? Parfois, il y a un couple qui est venu me voir. D'accord? Un couple marié qui me disait, c'était le matin, je reçois un texto de la femme qui me dit mais je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est moi qui les ai mariés. Bon, merci de ce que tu as fait pour nous. Mais je voulais te dire que je divorce. Genre comme ça, au passage, et bonne journée. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, je l'appelle. Évidemment, une femme qui envoie un message à un rabbin pour lui dire je voulais te tenir au courant que je divorce. Elle ne va pas en te dire je voulais te tenir au courant pour te faire l'invitation au divorce, faire l'invitation de divorce. Évidemment, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est un appel au l'appelle, elle, et elle explique la situation. Je l'appelle lui et il m'explique la situation. Et quand je regarde la situation de chacun, je me dis, tous les fondamentaux qui font un couple sont là. Mais n'empêche que la situation actuelle du couple est très complexe. Mais tant qu'il y a les fondamentaux qui est l'envie d'être ensemble et de construire ensemble, eh bien, au fond, d'accord, il n'y aura pas de problème à continuer à construire parce qu'au fond, c'est juste. C'est pas comme on devra faire, on devra travailler sur ces outils, accepter que au fond on a un manque là-dessus, accepter que ça va demander du travail, accepter que ça va demander un processus. Et une fois qu'on a accepté ces choses-là, eh bien on va être capable excusez-moi, de travailler là-dessus et d'arriver là où on va être. Donc c'est une première introduction au travail dans le couple. De demain, on parlera de façon concrète quelles étapes on met, comment est-ce qu'on avance là-dessus. Une excellente soirée à tous, un très bon cours avec Rav Benadmon tout de suite et des bonnes nouvelles pour nous. Je rappelle que envoyez le lien du groupe à vos amis du groupe WhatsApp pour être tenu au courant des différents cours. Et on a fait une liste de tous les gens malades en espérant qu'il y ait une refoua schéma pour tous les malades et que ce soit Lilou Nishmat, Elian Savat Frida et Simcha Shamit Bat Messaoudi. À toi, Raphaël. Merci beaucoup, Ravetan. Rosh Chodesh Livracha à tout le monde. Alors ce soir, comme promis, on va étudier quelques réflexions chassidiques sur la fête de Pessah. Tous les soirs ici, on se retrouve à 23h heure d'Israël, 22h heure de France, pour justement mener des réflexions chassidiques. Ce soir, on a choisi le sujet du Korban Pessah. Je vais prendre tout d'abord le Chumash à la Parashat Bo, donc Sefer Shemot Pasuk Yudbet. On nous instruit comment manger le Korban Pessah. Al tochlu mimenu na ou vachel mevushal bamaim ki im tseli esh rosho al kira'a ve al kirbo. Donc, ne mangez pas le Korban Pessah à demi cuit, d'accord, qu'il ne soit pas totalement grillé. Ou vachel mevushal bamaim, d'accord, et il ne faut pas non plus qu'il soit bouilli dans l'eau. Ki im tseli esh, seulement il doit être grillé, d'accord, dans le feu. Rosho al kira'av, sa tête avec ses jambes, ve'al kirbo, et avec ses entrailles. Donc, ici, on va s'intéresser surtout sur, dans un premier temps, ce pasouk qui nous instruit de manger le Korban Pessah grillé et de griller la bête entièrement. D'accord? L'agneau doit être grillé, la tête, les jambes et les entrailles. On ne doit pas séparer les trois avant de les brûler. Alors, à quoi font référence ces trois éléments, la tête, les pieds et les entrailles? Et on va étudier ça à partir de réflexions et de mots prononcés par le Rabbi Lubavitch. La tête fait référence aux limites de l'intellect. D'accord? L'homme fait face à trois épreuves, trois sortes de Avodah Zara. On sait très bien que lorsqu'on mange le Korban Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On mange la Avodah Zara des Égyptiens. Quelles sont les trois sortes d'Avodah Zara qu'on peut encore connaître? La première Avodah Zara, c'est de donner le pouvoir à son intellect, de donner le pouvoir à sa compréhension. D'accord? Être rocho. Il va falloir brûler la tête du Korban Pessah. Parce que chaque individu, dans cette préparation à la fête de Pessah, il doit justement
aller au-delà des limites de son intellect. Ensuite, c'est quoi griller ses pieds? Griller ses pieds, c'est une autre forme de ta'ava. Les pieds, c'est d'ailleurs l'individu est nommé comme l'être marchand, il est mehaler. Les pieds, c'est ce qui justement signifie l'homme en déplacement, l'homme qui marque son territoire, l'homme qui domine. C'est la ta'ava du pouvoir. Et il faut rôtir, il faut griller, passer au feu ce désir de contrôler, ce désir de dominer. Donc d'un côté, la volonté de tout comprendre, de tout maîtriser, et dans une autre forme, de tout contrôler, de tout dominer dans son déplacement. La troisième chose, c'est de brûler les entrailles. Les entrailles font référence à notre appareil digestif, font référence ici à ce qu'on mange, à notre ta'ava de la achila, d'accord, à ce désir de manger, ce désir de subvenir à ses besoins, ce désir de parnassa. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la Torah nous instruit? Elle ne nous instruit pas seulement d'ailleurs, pourquoi la question, comme je dis à chaque soir, quand on étudie un texte, il faut avoir son tableau de bord avec les petites lumières qui s'allument. Qu'est-ce qui dénote ici? C'est que, particulièrement pour le Korban Pessah, on nous instruit de brûler l'entièreté de l'animal, alors qu'habituellement, on sépare la tête des jambes, des entrailles, on fait sortir les entrailles pour pouvoir les nettoyer. Non, là, tu brûles tout. Tu vas brûler toute la Avodah Zara parce que tu dois brûler aujourd'hui dans ta Avodat Hashem. Donc c'est pour ça que je disais réflexion chassidique et conseil pratique, c'est que en pensant à Pessah et au Korban Pessah, on doit penser justement à sortir de ces limites rocho, ton intellect, ta tête, Keraav, être rocho, Keraav, donc ses jambes, cette volonté de dominer. Et troisième élément, Kirbo, ses entrailles, cette Ta'ava de l'alimentation. Ça, c'est la première réflexion. Ensuite, le passage de la Torah dans Parashat Bo continue et nous dit Velo totiru mimenu ad boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, ve'anotar mimenu ad boker, ce qu'il en restera au matin, ba'esh tisrofu, il faudra le brûler. Et ensuite, on nous dit comment on doit manger. Ve'kachat ochlu otu, donc on nous a dit comment on doit le griller, brûler dans le feu par le feu. Et là, on te dit comment tu dois le manger. Alors, c'est intéressant. La Torah nous donne le dress code. Tu dois faire le Korban Pessah. Attention, tu dois t'habiller comme ça. Tu dois avoir la ceinture au rein, les chaussures à vos pieds, et les bâtons à vos mains. D'accord? Les bâtons qu'on utilisait pour se déplacer. Et vous mangerez le Korban Pessah avec hâte et empressement. Pessah hu l'Hachem, il est Pessah pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre ici dans cette vraiment, elle nous enjoint à nous ceindre, à mettre une ceinture au rein, avoir des chaussures, avoir un bâton. L'idée ici, tout d'abord d'après le Pshat, c'est de se dire que soyez prêts. Soyez sur le départ. D'accord? Un homme, quand il se prépare à sortir, il va ceindre sa ceinture, mettre ses chaussures et prendre le bâton. Mais maintenant, dans les mots du Pshat, quel est le message plus profond qu'on peut utiliser chacun d'entre nous dans son quotidien? Première chose, c'est motnechem chagurim, d'avoir la ceinture au rein. Les reins et les hanches, cette articulation qui permet au corps de tenir et également à la tête de tenir sur le corps. Ça fait référence à cette posture, cette droiture et le travail que l'homme fait vis-à-vis de lui-même. Comment je fais pour tenir debout? Donc déjà, il y a une première étape dans le Korban Pessah, c'est une invitation au travail sur soi. D'accord? Tu tiens debout, travaille sur toi. Ensuite, par extension, na'alechem beraglechem, des chaussures à vos pieds. Que signifient des chaussures à vos pieds? Qu'est-ce que le pied représente? Le pied représente ce qui va être en contact direct avec un élément extérieur au corps. D'accord? Quoi qu'on fasse, on a un élément qui finit par toucher quelque chose qui est extérieur à lui, c'est le pied. Et la chaussure elle-même est une interface qui permet de protéger l'individu du contact de son environnement direct. Donc, d'une part, il a la vocation pour un individu lorsqu'il met des chaussures, mettez des chaussures à vos pieds, c'est-à-dire protégez-vous
préservez-vous de votre environnement direct de la même façon que quelqu'un qui marche avec des chaussures ne va pas se blesser. Alors, faites attention, prenez, prenez garde à vous protéger de votre environnement direct. Donc, mettez une ceinture à vos reins, travaillez sur vous. Travailler sur vous dans Avodat Hashem, ça ne suffit pas. D'accord? La Avodat Hashem, et d'ailleurs la Géoula, c'est un phénomène qui est à la fois le travail singulier qui s'inscrit dans un collectif. Donc chacun doit faire un travail sur soi, mais participer à un projet collectif. Et pour participer à ce projet collectif, il faut faire preuve d'altruisme, il faut penser à aller vers l'autre. Aller vers l'autre, c'est quoi? C'est mettre des chaussures à vos pieds. Aller vers l'autre, protégez-vous de l'environnement direct, mais pas seulement. Les chaussures ont une autre vertu, c'est que lorsqu'on marche, on trace aussi le chemin pour les autres et on trace la voie pour les autres et aussi on écarte toute forme de danger pour ceux qui vont marcher sans chaussures derrière nous. C'est ce que nous dit le Rabbi. Le troisième élément, makelchem beyetrem, le bâton, vos bâtons à vos mains. C'est quoi le bâton? Si d'une part on a les reins qui représentent la posture de l'homme, le travail sur soi, les chaussures, l'interface avec l'environnement direct, le bâton c'est l'extension de la main. Ce qui n'est pas à portée de main, je vais pouvoir l'atteindre avec le bâton qui va me donner un pouvoir supplémentaire pour atteindre pas le prochain mais le lointain. Donc il y a 3 niveaux d'avoda. Premier travail, c'est vous allez motnechem chagurim, vos hanches qui vont avoir des ceintures, ça veut dire travailler sur vous. Ensuite, raglechem, naalechem beraglechem, des chaussures à vos pieds, travaillez sur votre environnement direct. Regardez autour de vous, votre femme, vos enfants, vos amis, vos élèves, vos collègues. Faites ce travail avec votre entourage direct. Troisième étape, umakelchem beyedechem, et vos bâtons à vos mains, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on rappelait ça. Là, on est dans les enseignements du Rabbi. Vous savez très bien que le soir de la Haggadah, le soir de Pessah, on va lire Haggadah chez le Pessah. Et dedans, c'est bien connu l'épisode des 4 fils. Et le Rabbi explique que lorsqu'on dit au sujet du rachat, Im ha'itasham lo ha'itanigal, si tu étais là-bas en Mitzraïm, tu n'aurais pas été délivré. C'est violent a priori comme réponse. Mais le Rabbi nous invite à lire de la façon suivante. Si tu étais là-bas en Mitzraïm, tu n'aurais pas été délivré. Mais seulement si tu étais là-bas en Mitzraïm. Maintenant que tu es là, c'est une Géoula qui est collective. On ne peut pas prétendre à aucun salut, à aucune rédemption, si celle-ci n'est pas globale, n'est pas universelle. Donc, mais maintenant que tu le veuilles ou non, d'accord, il n'y a pas de question de Erevrav ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est tous ensemble. Et pour ça, chaque individu doit travailler sur soi, en même temps travailler sur l'environnement direct et, par extension, travailler sur son environnement plus lointain. Ça, ce sont les messages qui sont en rapport avec le Korban Pessah. Maintenant, 2 autres enseignements. Le premier, sur la saison de Chag HaAviv, on a introduit cette notion hier. Je vois certaines personnes, notamment Tomer, Mélanie, Olivier, qui étaient là hier, Nicole aussi. On a parlé hier d'une Gemara. Je ne sais pas si David il était là, mais on a traité d'une Gemara dans Psachim à la page 3. Dès le début du traité Psachim, c'est assez étonnant et d'ailleurs, c'est grâce à l'étude d'hier que j'ai réalisé ça réellement. La Mishnah commence par les Or Arba Asar. Et les Or Arba Asar, ça veut dire à la lumière du 14. On commence par la première mitzvah de Pessah qui est Bdikat Hametz. Et on dit à la lumière du 14. Et pour dire quoi? Pour dire la veille, la nuit du 14. Donc pour dire la nuit du 14, tu me dis à la lumière. Et de là, on apprend à quel point il faut avoir un langage naki, lachon naki, un langage propre. Pour dire la nuit, tu dis la lumière. Et par la suite, on a vu à quel point il était important d'avoir un langage concis lorsqu'on enseigne à des élèves. Oh, des amis de Paris. Avoir un langage concis lorsqu'on enseigne à ses élèves. Et je proposais d'ailleurs que le soir du Seder dans la Haggadah, on dit Pessah, Matzah, Maror. Rien de plus concis. 3 mots pour s'acquitter de cette mitzvah de Ve'igata Levincha Bayom Ha'u. Maintenant, une chose que je n'ai pas dit en complément, c'est que Pessah, d'accord, comme on sait, c'est le Pessah, la bouche qui raconte, cette bouche qui parle. Ça, on en a déjà touché un mot hier.
Mais Pessar, ça fait aussi référence à Pézar, à une bouche qui est pure, une bouche qui est raffinée. Et c'est intéressant de voir, je commençais en souhaitant Chodesh Tov à tout le Ham Israël et à tout le monde. Et on commence l'année thoraïque par une éducation du langage. Un juif, il se prépare dans les premiers jours de l'année, dans le renouveau de la nature, et on va arriver tout de suite à Chag HaAviv, la fête du printemps, à éduquer son langage, à employer les mots raffinés et à les employer de façon concise. Chaque mot a son pesant d'or. Maintenant, une autre chose que je parlais avec mon frère Shlomo tout à l'heure, et je me suis rappelé d'un enseignement que j'avais entendu il y a plusieurs années du Rav Rosenberg, alav shalom, qui disait que Pessar, donc comme on a dit tout à l'heure, c'est la bouche qui raconte. La bouche qui raconte, comment on dit la bouche qui raconte? C'est P, qui a pour valeur numérique 85, et Sar, Samerchet, qui a pour valeur numérique 68. Alors ceux qui sont en Israël, il est déjà 23h15, mais je ne sais pas si vous avez encore une calculette dans la tête, mais 68, c'est 4 fois 17, et P, c'est 85, 5 fois 17. C'est quoi? Alors, juste, excusez-moi, j'en parlais tout à l'heure avec un ami. En ce moment, il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et autres sur des valeurs numériques. Les valeurs numériques, c'est quelque chose qu'il faut faire très, très attention. Ça doit être, comme je dis chaque soir, chaque jour, investigué dans la chaîne de transmission. Ça, c'est la avoda d'un juif. Si j'ai reçu d'un maître qui lui-même a reçu d'un maître, alors à ce moment-là, on peut parler. Là, en l'occurrence, c'est le Pessar, c'est Alpi Arizal, d'accord? Donc, de quoi on parle ici? C'est quoi une bouche qui raconte? 85, c'est 5 fois 17. 17, c'est Tov. D'après le Sefer Yetzira, donc un livre qu'on étudie chaque jeudi, qui a été écrit d'après certaines sources par Adam Arishon, Avraham Avinu ou Rabbi Akiva, ou les trois, le Sefer Yetzira nous dit qu'il y a 5 groupes de lettres. Même quand on apprend la grammaire à l'école, on sait qu'il y a 5 groupes de lettres dans la langue hébraïque en fonction de l'origine, la provenance de la lettre. Elle peut être labiale, elle peut être nasale, elle peut être gutturale, 5 groupes de lettres. Donc le P qui s'écrit P et a pour valeur numérique 85, c'est 5 fois 17. Ça veut dire que j'ai utilisé chaque compartiment de ma bouche, chaque compartiment qui va articuler ma parole dans le top, dans le bien. Et le P qui fait 85, c'est la shlemut de tous ces 5 groupes de lettres. Maintenant, Sar, Samerchet, ça fait, on l'a dit tout à l'heure, 68. 68, c'est la valeur numérique du mot Chaim, la vie. À quoi ça fait référence? Vous connaissez tous ce pasouk, et je ne vais pas aller en longueur sur ça, mais ceux que ça intéresse, on peut aller hors session. Mi ha'ish echafetz chaim ohev yamim lirot tov. Qui est l'homme qui désire la vie? Ohev yamim, qui aime les jours, lirot tov, de voir le tov. Mi ha'ish echafetz chaim, celui qui désire chaim, donc qui a pour valeur numérique 68, 4 fois 17, c'est celui qui arrive à employer tous les compartiments de la parole vers le tov, sauf un 5e groupe. Ce 5e groupe, c'est les lettres labiales. Ces lettres labiales, ça fait référence à Ohev Yamim Lirot Tov. Il doit rajouter un tov. Et c'est quoi quand tu rajoutes un tov? Tu arrives à une shlemout du Pénachon, un langage qui est intègre, qui est parfait, qui est pur. Et alors à ce moment-là, comment continue le pasouk? C'est quoi le pasouk suivant? Netzor leshon chamera usfatecha midaber mirma. C'est écarter sa parole de toute chose négative, de toute chose mauvaise. Et Pessar, déjà au niveau sémantique, c'est le travail sur la parole, le travail sur sa bouche. Ça, c'est par extension de ce qu'on a étudié hier. Maintenant, deux dernières réflexions et après, voilà, je vois beaucoup d'amis en ligne et je serais aussi intéressé d'entendre vos questions et d'échanger avec vous. Je vois aussi qu'il y a des questions sur le chat, on va prendre. Mais on sait très bien que Pessar s'appelle Chag HaAviv. Pourquoi ça s'appelle Chag HaAviv? Ça s'appelle Chag HaAviv, d'ailleurs d'après le pasuk toujours dans Parashat Bo, c'est version Hayom Atem Yotzeim Bechodesh HaAviv. D'année en année, on marque ce jour pour nous rappeler que le Ham Israël est sorti d'Égypte. Quand ça? Sorti d'Égypte au printemps. Et d'ailleurs, Rashi, c'est merveilleux. Pour moi, c'est beaucoup de pureté, beaucoup d'innocence.
Regardez à Israël comment Akadosh Baruch Hu, il pense à vous. Après toutes ces années d'esclavage, il vous fait sortir au printemps. Il fait ni trop froid ni trop chaud. Il pleut pas. Le soleil, il n'est pas trop dur. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il pense à vous. Je trouve ça exceptionnel, ne serait-ce que de lire dans ces mots le Rashi. Mais à quoi fait référence justement ce travail sur les saisons? Pourquoi ici nous rappeler l'importance de Chaga Aviv, de nous dire qu'on sort au printemps? C'est quoi la différence entre l'hiver et le printemps? Et qu'est-ce qu'on peut en… Alors, attends, il y a un micro. Si ça ne dérange pas, hein, je le mute. Voilà. Et c'est terrible de pouvoir muter quelqu'un comme ça, mais je suis désolé. Le passage de l'hiver au printemps fait référence à une, on va dire, à une illusion ou à une désillusion de l'homme face à des périodes de non-productivité, d'accord, des périodes qui ne sont pas fructueuses dans la vie, d'accord, ce qu'on peut appeler des phases hivernales, des phases où, par exemple, lorsqu'on voit l'hiver, les mois qu'on a passés, on a l'impression que la nature sommeille. Les arbres ne fleurissent pas, on a l'impression que cette nature sommeille. Mais ça, c'est une mauvaise lecture de la nature, et ça, on l'étudie de semaine en semaine. C'est une très mauvaise lecture de la nature. Parce que lorsqu'on arrive au printemps, le printemps est un renouveau de la nature, c'est une phase de floraison, mais pour pouvoir arriver au printemps, pour avoir des fruits et des fleurs et des fruits qui sortent, la nature a besoin de passer par une phase hivernale qui est une phase où tout le travail se passe à l'intérieur. C'est un travail où la nature rassemble des forces et ces forces-là vont permettre justement cette productivité et cette floraison. Et c'est comme ça qu'un homme doit aborder son quotidien, sa vie, les périodes de sa vie. Certaines phases, on a l'impression, j'ai aucune créativité, je ne suis pas productif, tout va mal, ça peut être la parnassa, ça peut être le zivouk, ça peut être différents aspects. Chacun connaît sa vie, connaît ses difficultés. Mais il faut voir dans ces périodes, non pas une phase de gel absolu, peut-être qu'en superficie, de façon superficielle, les choses ne sont pas productives, mais c'est une phase dans laquelle on peut rassembler le maximum de force pour pouvoir justement ensuite atteindre cette floraison, cette productivité. Et ça, c'est une référence à Hayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv, à la saison de la sortie d'Égypte, après justement une phase de gel total qui est liée à cette période de l'esclavage. Je finirai mon exposé par une dernière idée sur ce qu'on va appeler Chatzot Alayla, Chatzot Hayom, le minuit et le midi du peuple juif, qui sont deux éléments marqueurs essentiels de la sortie d'Égypte. Chatzot Alayla, c'est Makat Bechorot. On a deux marqueurs temporels essentiels dans Yetziat Mitzrayim, c'est Makat Bechorot qui est le début du processus de la sortie d'Égypte. Pourquoi le Passouk nous dit et nous précise que c'est la moitié de la nuit? La moitié de la nuit, c'est le moment le plus sombre de la nuit. D'accord? La nuit, dans la première moitié, s'obscurcit et ensuite s'éclaircit. Pourquoi nous préciser que Makat Bechorot s'est produite au moment le plus sombre de la nuit? Par ailleurs, la sortie d'Égypte en elle-même, il est dit Be'aetzem hayom hazeh, au cœur du jour. Et de là, on déduit que c'est Bechatzot hayom, le midi, la moitié de la journée où le soleil est au zénith, le moment le plus clair. Alors voilà, deux messages. Premier message, et encore une fois, c'est peut-être dans la continuité de ce qu'on voyait à l'instant sur Chodesh Ha'aviv et sur le Choref, Troufat Choref. Premier message, c'est que lorsque tout va mal, ça arrive. On est au moment le plus obscur de la nuit, à la moitié de la nuit. N'attends pas que ça aille mieux. Sors, bouge, ne reste pas dans ta condition. Et ça, c'est ce qu'on a vu le mois dernier, dans le mois de Hadar. D'accord, que le mois de Hadar a été créé par la lettre Kouf, qui fait référence à la Gdusha, et que la Gdusha, c'est la sainteté. La sainteté Kadosh, c'est Mouvdal. Mouvdal, ça veut dire se séparer. Mais ce n'est pas seulement se séparer de la matérialité et aspirer à la spiritualité, c'est se séparer de quoi? Se séparer de qui? Se séparer de soi-même. Se séparer de tout immobilisme. C'est en permanence se renouveler. C'est se recréer soi-même, se redéfinir en permanence. Et ça,
C'est ça, sortir au milieu de la nuit. Quand tout va mal, bouge. N'attends pas que ça aille mieux. Commence à engager le processus. Maintenant, même au niveau rouhani, au niveau spirituel, il peut arriver que tout aille bien. Et je pense que le plus grand danger, encore, je dirais même plus dangereux que la moitié de la nuit, le moment où tout va mal au niveau spirituel, le moment où tout va bien, le moment où on croit qu'on a trouvé Dieu. Ce moment où on croit où on a trouvé Dieu et qu'on arrête de le chercher. Ce moment où je pense avoir eu le Or Eloki. Et d'ailleurs, je lisais dans les mots du Ravadim Steinsaltz dans son livre Teshuvah, le plus grand écueil, le plus grand ennemi à la Teshuvah, c'est l'autosatisfaction. C'est de se dire, mais je suis un mec bien. C'est bien, je suis bien comme je suis. Il n'y a rien de pire de se dire que je suis éclairé, je suis au zénith. Non, 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 non. Même au zénith, c'est Davka au moment le plus clair du jour que le peuple il est sorti. C'est aussi quand tu es au top rouhani que tu dois bouger, que tu dois te redéfinir. Et comme j'ai l'habitude de répéter, parce que c'est un message que je me répète à moi-même, c'est en permanence l'individu doit sortir de sa zone de confort pour élargir sa zone de confort. Si en permanence, et d'ailleurs l'expérience de la liberté, ce que je disais hier lors du cours de Gemara, l'expérience de la liberté, c'est une expérience qui se renouvelle d'année en année. On peut s'asseoir à la table du Seder et se dire, mais j'y étais là l'année dernière. Mais non, je n'étais pas là l'année dernière. La beauté, la puissance des marqueurs temporels du calendrier juif, de ces rendez-vous de Rouhaniout, de se dire à un moment, je marque Zecher Lisiat Mitzrayim, je m'assois à table avec ma famille, avec mes matzot, mes 3 matzot, mes 4 coupes de vin, mais je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même au rendez-vous. Et c'est essentiel, justement, d'ailleurs, encore une fois, certaines personnes ici ont l'habitude d'étudier avec moi. Kavata et Tim la Torah, as-tu fixé des moments d'étude? L'importance de fixer des repères temporels fixes, ça permet de savoir où j'en suis. Par rapport à un point fixe, je sais exactement comment j'ai évolué. Et d'un Pessah à l'autre, si je me suis davantage instruit, si je me suis davantage, instruit, alors à ce moment-là, je me suis davantage libéré. Alors voilà cette réflexion, si je dois résumer en 1 minute, et après, je serais vraiment heureux d'entendre vos questions, remarques, réflexions. La première chose, c'est, on a parlé du Korban Pessah. Il faut le brûler. Le Korban Pessah, et d'ailleurs, je fais une petite introduction au cours de demain soir, Bezrat Hashem, où on va étudier le langage de joie d'Itza. Comme vous savez, on a 12 langages de joie, comme dans la dernière bracha des Sheva Brachot, Asher bara sasol, vesimcha, chatan, vechala, gila, rina, d'Itza. D'Itza, ce n'est pas un mot en hébreu. Comment cela fait-il que les Chachamim ont utilisé un mot d'origine araméenne pour déterminer un langage de joie? Et d'ailleurs, on a lu un passouk tout à l'heure. C'est ça aussi, c'est un petit marqueur, un petit voyant rouge qui s'allume. Al tochelu mimenu na. Quand on a dit ne mangez pas le Korban Pessah s'il n'est pas grillé, s'il n'est pas cuit entièrement, c'est quoi na? Na, c'est pas en hébreu. Na, c'est dans un langage bilshon aravi, nous dit Rashi. Et on va voir ici, et ça c'est intéressant, et j'entendais hier un shiur du Rav Cherki qui disait, pose la question évidente, tu sacrifies, tu égorges l'idolâtrie de l'Égypte. Inématov, c'est normal, mais brûle ce korban. Pourquoi tu le manges? Pourquoi tu manges Avodazara des autres? Et on va voir justement que le déclin des nations va en même temps que le renforcement du Ham Israël. Et ça, c'est aussi dans la continuité de ce qu'on a étudié la semaine dernière dans le traité Megillah et Garmamesh et les Dômes. Donc, je reviens. La tête, les pieds, les entrailles. Il faut tout brûler d'un coup parce qu'il ne faut pas se limiter par sa tête, la tête de l'agneau de l'agneau du Korban Pessah, c'est l'intellect. Tu brûles ça. Ne crois pas que ton intellect, c'est pas ça qui te dirige. La chorma, c'est un inyan eloki, c'est quelque chose qui te dépasse. D'accord? Accepte que quelque chose te dépasse. Les pieds que tu vas brûler, ça fait référence à quoi? À cette ta'ava, cette volonté de contrôler, de dominer. D'accord? Cet homme de conquête qui se déplace. Les entrailles, c'est quoi?
c'est cette ta'avot. C'est ta'avot d'avoir vraiment ce désir, cet appétit de plus et plus et plus. Ça aussi, tu brûles. Tu brûles tout. Toute cette avodazara, toutes ces mauvaises ta'avot. Quand on sort d'Égypte, on sort de l'esclavage pour être les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, pas pour être les esclaves de nos propres ta'avot. Deuxième message par rapport au Korban Pessah, il faut avoir la ceinture au rein. D'ailleurs, quand j'étais petit, on avait cette chanson, le bâton à la main et la ceinture au rein. Donc, il faut avoir la ceinture au rein, ça veut dire travaille sur toi. Mets tes chaussures à tes pieds, ça veut dire prudence sur ton environnement direct. Fais attention aux mauvaises influences de ton environnement et en même temps, influence à bien ton entourage direct. Troisièmement, le bâton à la main, l'extension de ta main. N'influence pas que ce qui est proche de toi. Va influencer partout où tu peux. Troisième message, c'est sur le mois du Chodesh Aviv, Chag Aviv, Nissan, Pessah. On a cette illusion que Choref, rien ne se passe. Non. En hiver, la nature rassemble des forces. C'est ce qui permet au printemps de fleurir. Et donc, chaque individu, dans sa vie, dans les phases de sa vie, voir des moments de non-créativité, de non-productivité, comme des moments de rassemblement de forces intérieures qui vont nous permettre de grandir les uns les autres, Bezrat Hashem. Et dernièrement, pour conclure, c'est quoi Makat Bechorot à la moitié de la nuit? Et c'est quoi le fait de sortir à la moitié du jour? C'est qu'un Yehudi est invité à se réinventer en permanence, à se redéfinir en permanence. Sors de ton immobilisme, bouge. Tout va mal, bouge. Tout va bien, bouge. Mais ne reste pas dans l'immobilisme, ne reste pas qui tu es. Voilà, j'ai fini pour ce soir. On se retrouve demain soir. Bezrat Hashem, on va parler du Lachon. Dites ça à partir du Sefer Hatz Katsevi. Alors, je vois plein de questions à droite, mais je ne sais pas si je peux tout lire. Alors, je vous invite à lever la main et à couper le micro et peut-être poser des questions. Je serais ravi de vous entendre. Moi, j'avais une petite remarque. Ah, Tomer, bon, Hashem. D'abord, Kol HaKavod, vraiment magnifique cours. Je voulais juste parler tu as parlé tout à l'heure de la Yetziat Mitzrayim, quand tu as parlé de Hayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv. Dans la parashat Shemot, au Perek Gimel, il y a deux fois, c'est répété deux fois, Vayomer Moshe La'am. Il te dit d'abord Zechor et Hayom Hazeh Asher Yatzatem Mitzrayim, Ibed Avajim, et après il te dit Hayom Atem Yotzim Bechodesh Ha'aviv. Et la réflexion que tu as dit tout à l'heure et que je pense qu'il peut se rajouter ici, après c'est ma compréhension du texte, peut-être que c'est ramené par les Chachamim, mais c'est que peut-être que le Hayom Hazeh Asher Yatzatem Mitzrayim se rapporte à la Yetziat Mitzrayim chez Mamash de l'époque, Hayom Hazeh Asher Yatzatem Mitzrayim, puisque c'est dans le Lachon Avar, et Hayom Atem Yotzim Bechodesh Aviv, peut-être il se rapporte également au rachat en disant aujourd'hui Mamash tu sors d'Égypte, c'est-à-dire inclus-moi dans le Kaal qui va sortir d'Égypte au moment où on va faire le Seder Shel Pessah, c'est-à-dire le fameux rachat qui n'avait pas sa place à l'époque quand ils sont sortis à Sheriat Satem, vous êtes sortis. Là, Ayom Atem Yotzim, vous sortez, on sort tous ensemble comme un Kaal. Peut-être que le rachat, il est inclus dans le. Il y a une sorte d'espoir pour tous, en disant si on a vécu Mitzrayim, alors il n'y a pas de pire exil que Mitzrayim, c'est-à-dire que n'importe quelle âme qui est une âme, encore une fois, entre guillemets, recyclée, il n'y a pas de nouvelle âme depuis, mais il n'y a pas de nouvelle âme aujourd'hui. Ces âmes recyclées-là font tous partie du Kaal qui a vocation à sortir de notre propre Égypte. Khazak, je rajouterai deux réflexions sur ce que vient de dire Tomer. La première chose, je pense que c'est essentiel, surtout, je vois des personnes de France, des personnes d'Israël, et malheureusement, la société israélienne est encore divisée. On l'a encore vu dans les élections qu'on a traversées dernièrement, et loin de moi de commenter la politique, mais il est essentiel de comprendre qu'on appartient à une destinée collective. On ne se libère pas tout seul. Si je fais Pessah et que ma femme et mes enfants ne font pas Pessah, je n'ai pas fait Pessah. Et d'ailleurs, je vois des questions sur le côté. Le Korban Pessah, c'est un Korban qui est à la fois individuel et collectif.
on s'inscrit vraiment dans le collectif. La chéroute, vraiment, cette liberté fait partie d'un processus collectif. Et je reprendrai une image que donnait souvent mon père en classe et à la synagogue. C'est quelqu'un qui faisait un trou dans la cabine. Il est sur un bateau, il fait un trou dans sa cabine. Et on tape à la porte, on dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit « Mais c'est ma cabine. » Et il dit « Mais on va tous couler. » C'est-à-dire que je peux pas me gâcher moi individuellement. Mon destin impacte directement le destin de l'humanité, le destin des autres. Et on le voit dans ce qu'on traverse aujourd'hui. Mais on est tous, Béhémet, à Révim Zévazé, on est tous garants les uns des autres, on est tous liés. Et le rachat, il m'a été jamais le Itanigal, mais c'est pas juste, il n'y a pas de cause désespérée. C'est pas ça. C'est que si je fais pas mon taf, ça veut dire que si je n'utilise pas la ceinture, les chaussures et le bâton pour aller chercher le plus lointain, mais je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une condition sine qua non à ta propre liberté. Donc, le destin individuel de ton prochain ne t'est pas, tu ne peux pas être indifférent à son destin puisque c'est ton propre destin. Il n'y a pas de liberté individuelle, il y a une liberté collective. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. La deuxième chose que je disais tout à l'heure, c'est une réflexion que je me faisais il y a quelques années. C'est intéressant. Bon, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on est au Chatzot Hayom, à la moitié du jour, ce moment le plus éclairé au niveau Rouchaniout, et je donnais cet exemple de quelqu'un qui dit « j'ai trouvé Dieu ». Et je disais que c'est très dangereux de s'auto-suffire. C'est le premier écueil, en prenant les mots du Rav Steinsaltz, c'est le premier écueil à la tchouva. C'est-à-dire que chaque individu doit avoir cette capacité à se remettre en question en permanence. Parce que si je dois me redéfinir, forcément, je dois me remettre en question pour sortir de ma condition actuelle. D'ailleurs, je suis un méhalère, je ne suis pas un homed. Un homme, c'est quelqu'un qui marche, et un yéhoudi, c'est quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui se redéfinit. Et vous connaissez peut-être ce conte racidique, je l'ai lu dans le livre de Martin Buber, sur des descendants du Baal Shem Tov. Donc, le petit-fils et l'arrière-arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Donc, l'arrière-arrière-petit-fils joue à cache-cache avec ses amis. Et il s'est bien caché. Il s'est tellement bien caché qu'après une demi-heure, 1 heure, 2 heures, plus personne ne le cherchait. Il sort en pleurant. Et là, son grand-père le voit et lui dit « Mais pourquoi tu pleures, mon petit-fils ?» Il lui dit « Je joue à cache-cache avec mes copains, mais personne ne me cherche. » Et en fait, la réflexion qui est selon moi très, très profonde, c'est que quand on joue à cache-cache, le but, on se cache pour ne pas être trouvé. Mais on se cache pour ne pas être trouvé, mais en même temps, on se cache pour être cherché. Kadosh Baruch Hu, qui est Yudke Vavke, qui prend et s'habille dans la Mida d'Elohim, qui s'enfuit dans la nature, qui se dissimule dans la nature. Il se cache, mais il se cache pour qu'on le cherche. Et quand on le trouve, alors le jeu s'arrête. Il faut le chercher en permanence. Et ça aussi, c'est les malamina sechel, les malamina regashot, au-delà de toute rationalité, au-delà de toute limite intellectuelle, au-delà de toute limite émotionnelle également. Il y a quelque chose qui me dépasse. Et d'ailleurs, c'est ça, on en a parlé déjà sur la matzah, c'est-à-dire les lotam. La matzah a le goût d'un aliment qui n'a pas de goût. C'est-à-dire que la matzah, c'est de l'eau, de la farine, c'est je vais à l'essentiel des choses, il n'y a pas d'ajout. C'est ça le lechem oni. C'est une pauvreté qui va ici démarquer en réalité de l'acceptation de j'ai compris que je n'ai pas compris. Et d'ailleurs, je rajoute une petite idée en passant. Il y a 15 mots dans Kadesh, Uchaz, Karpatz, Yachatz, Magid, Rotsa, Moti, Matzah, Marok Horer, Shulchan Horer, Tsafoun, Barech, Alel, Nirtza. Alors, on peut ne pas compter Nirtza, qui est en fait l'agrément du Seder. Et en fait, ces 15 mots font référence, d'après le Rabbi Lubavitch, en tout cas, je l'ai étudié dans ces mots, au Yudke Mochin. Les Yudke, les 15 niveaux de compréhension. Ça veut dire que le soir du Seder est marqué justement par son étude, par son approfondissement, par tous ses moyens cérébraux et intellect, par tout son intellect. On va tout donner pour comprendre. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on mange la matzah. On mange un pain qui n'a le goût que de quelque chose qui n'a pas le goût de la compréhension.
Et alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Tomer est toujours le plus réactif sur le. Vous pouvez activer la caméra aussi. Hein. Si vous avez une caméra, je vois un micro, Odélia, peut-être. Oui, j'avais juste une question. C'était finalement, est-ce qu'on a expliqué pourquoi on mangeait la avodat zarah des autres et pas juste on la brûle? Alors, on va On en parle parler de- demain. Ok. On va en parler demain, mais la Torah elle-même nous dit, en parlant du Ham Israël, qu'on va manger les autres nations. Donc, il y a justement ici une idée à développer, et je touchais un petit mot tout à l'heure, et d'ailleurs, la naissance d'Yitzhak et la Mida de Gvura de Yitzhak, elle est en rapport avec la Mida de Gvura des habitants de Sodome et Gomorre. Et en fait, le déclin de Sodome et Gomorre est déclencheur de la force de la Gvura d'Yitzhak. Et on voit dans toute l'histoire qu'en avalant nos ennemis, moi ça m'a fait penser aux dessins animés que je voyais quand j'étais petit, je ne sais plus si c'était les Dragon Ball ou les Chevaliers du Zodiaque, mais c'est quand on bat un ennemi, on prend son super pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Enfin, il faut voir dans l'esclavage, je vois une main qui se lève de M. Madar, mais dans l'esclavage, je vois déjà le début du processus de la liberté. Ça veut dire que en allant en Égypte, déjà, je vais aller récupérer mes nitzotzot de Gdusha, et donc j'ai besoin d'avaler les Umot Haolam parce que j'ai besoin d'aller récupérer quelque chose là-bas. Alors, M. Madar, vous avez levé la main. Vous m'entendez? Ah, très bien, parfaitement. Bonsoir, Rav Ben. Merci d'avoir pour tes belles paroles, cet enthousiasme intelligent qui émane de toi. Et justement, j'ai été interpellé un petit peu par l'autosuffisance des personnes, leur croyance d'être des sages, des grands, et de s'arrêter là. Et donc, c'est une étroitesse comme Mitzrayim, hein, et dont il faut sortir en permanence de cette étroitesse. Et donc, ce n'est pas une sortie que d'Égypte, mais d'une sortie de l'étroitesse qui est en nous. Et ça m'a fait penser à Jérémie, au chapitre 9. Donc, ça va rejoindre ce que tu disais, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que celui qui se glorifie uniquement de ceci, d'être assez intelligent pour me comprendre et savoir que je suis Akadosh Baruch Hu, exerçant la bonté, le droit, la justice sur la terre, et que ce sont des choses là auxquelles je prends plaisir. C'est extraordinaire. Très beau. Voilà. C'est pour vous dire que j'étais avec toi. Ben, c'est magnifique. Et bon, déjà, c'est un plaisir d'entendre ta voix. Et ce passage particulièrement, et surtout, enfin, il a un écho dans ce qu'on dit, dans notre préparation à Pessah et dans ce qu'on traverse en ce moment. Mais c'est aussi l'illusion du contrôle, l'illusion de notre domination. Franchement, j'en parlais avec un ami qui était là tout à l'heure. Je voulais planifier en janvier un week-end en famille. Et je me disais, bon, il ne fait pas très beau en ce moment, on va aller peut-être un peu avant Pessah, ça va être une saison agréable, début du printemps. Il me dit, vas-y maintenant, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais jamais j'aurais pu anticiper un tel scénario. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que, et en ce moment, on réalise plus que jamais déjà le manque de contrôle qu'on a sur les choses. Mais en plus de ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis ces mesures de confinement qui se sont durcies d'ailleurs encore ce soir en Israël. Moi, je vis ça aussi comme profiter pleinement du moment présent. Et d'ailleurs, voilà, notre ami Tomer nous disait tout à l'heure, Hayom atem yotziim. Il faut vivre, mon père le disait toujours, mais Daniel Lévy le chantait, ici et maintenant. Absolument. Le Ham Israël, c'est le Ham du présent. Ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Et c'est Est-ce chaque que- jour, Zérer Yetziat Mitzrayim, d'ailleurs, c'est intéressant. Chaque moment du calendrier juif vient marquer un concept qui nous accompagne toute l'année, mais qu'on va intensifier à un moment de l'année. Mais le Zécher Yetziat Mitzrayim, chaque individu le rappelle chaque jour. Comme le rappelait M. Madar, Mitzrayim, la chaîne Metzarim, les limites, sortir d'Égypte, c'est sortir de ses propres limites. En permanence, on se redéfinit. Je répète toujours aussi les mots du Rav Jacobson qui interprétait le pasouk, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas d'image, l'homme n'a pas d'image. Être créé à l'image de Dieu, c'est être créé sans image. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on définissait la Gdusha. La Gdusha, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est le fait de se séparer. Comment la Torah nous invite à être Kdoshim? D'ailleurs, on avait vu qu'on était appelé, d'ailleurs, c'est la 4e coupe de vin. On est appelé dans Parashat Yitro, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous sommes la nation, Vitem Li Segula. On est une Segula pour Hachem. Mais c'est quoi être Kadosh? Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani Hachem Lokechem. Comment on se sanctifie? On se sanctifie à l'image de Dieu qui se sanctifie en sof, sans limite. Akadosh Baruch Hu a une capacité à se séparer sans limite. Donc l'homme doit se séparer de son état sans limite. Et même sans Ein Reshit. Tu m'entends là? Oui, très bien. Ça me fait penser à une très belle phrase de Franz Rosenzweig. Il faut que tu fasses comme ton aujourd'hui, que ton aujourd'hui soit un tremplin pour l'éternité. Très belle phrase. C'est essentiel, parce qu'en fait, il y a un passage dans ma Sechet Megillah, à la page 27-28 qu'on a étudié sur Bema et Artayamim. Des élèves demandent, plusieurs groupes d'élèves demandent à différents moments à leur maître, comment as-tu mérité la longévité? Et en fait, Bema et Artayamim, littéralement, c'est comment tu as allongé tes jours. Et là-bas, la Gemara nous donne de nombreux conseils. Mais disons qu'il y a une notion ici, c'est l'élasticité du temps. À vivre mon présent avec plus d'intensité, alors je vis plus longtemps. Bien sûr. On est capable, physiquement, ça c'est de l'ordre de la relativité, mais au niveau rouhani, on a la capacité de faire encore plus et encore plus et encore plus. C'est comme l'histoire qui est connue, chassidique, que j'ai lue dans la biographie que le Ravadin Steinsaltz consacre au Rabbi Lubavitch Maïrebe. Et c'est quelque chose qui est très courant chez les chassidim Chabad. C'est l'histoire d'un chassid qui va voir son Rebbe et qui lui dit: Rebbe, j'ai pas de place à la maison. On vit dans un tout petit appartement en confinement. J'ai ma femme, mes enfants, et vraiment pas de place pour vivre. Et tout ce que j'ai, c'est un animal. Il lui dit: fais monter ton animal, fais monter ta chèvre chez toi à la maison. Il dit quoi? Déjà qu'il n'arrive pas à vivre, qu'il se plaint du manque de place. Exactement. Et il lui dit: rajoute sur toi. Il ne comprend pas, mais il fait ce que dit le Rebbe. Il met la bête chez lui, c'est une catastrophe, il y a des odeurs, il y a des bruits, ça ne se comprend pas. Et après quelques semaines, il retourne voir son Rebbe, il dit: j'en peux plus. Il dit: maintenant, enlève. Et lorsqu'il enlève cette chèvre de sa maison, alors à ce moment-là, il réalise combien il avait de place. Et en fait, on a l'impression qu'on est débordé. On est débordé par son travail, par ses engagements dans sa famille, par son étude, par l'enseignement, par le sport, par ci, par ça. Mais en réalité, et vous le voyez autour de vous, certaines personnes, plus elles font, plus elles font. Et d'ailleurs, certaines personnes, elles sont à H24 à faire des choses, et malgré tout, quand vous les appelez, ils sont disponibles. Vous dites: mais comment ils peuvent être disponibles? Ils sont H24. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette capacité d'utiliser pleinement lorsqu'on vit dans son présent et qu'on lui donne de l'intensité. Et d'ailleurs, Monsieur Madar, je vais ramener une référence de Spinoza qui parle justement de cette notion d'éternité et de longévité. Comment on fait ça? En s'adonnant à des activités nobles. Si je veux aspirer à l'éternité, si je veux aspirer à l'éternel, et moi je vous le dis très sincèrement et très clairement, lorsque j'ai sur ma table
Parce que j'ai sur ma table, voilà, le Sefer Tehillim comme ça, avec le Malbim, et que j'étudie. Et d'ailleurs, je fais un moyen mémotechnique, c'est le Tehillim Samerhet, comme Pessah, que là-bas qu'on va expliquer. D'ailleurs, il parle là-bas du confinement. Il parle de Motzi Asirim Bakosharot, Arsorerim. Quand je lis ça, pour moi, je sais que je suis Béhémet, le descendant d'un roi, parce que je suis en permanence connecté à la royauté. Vous imaginez qu'on est en train de célébrer une fête de Pessah au printemps, parce qu'on est sorti au printemps. Vous voyez la connexion directe avec nos Havot. C'est-à-dire que le Ham Israël, cette force de la continuité soit la commémoration, soit la pratique des mitzvot, d'année en année, de génération en génération, on est capable de dire précisément quand le Ham Israël est sorti d'Égypte. D'année en année, encore une fois, de siècle en siècle. J'ai dans les mains le Sefer de David Améler, Béhémet. Je suis en contact permanent avec Michelet, avec Shlomo Améler. Je suis en contact permanent avec Shirachirim, avec la royauté. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, qu'on est une royauté, on est des rois? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand je vis cette royauté en permanence, c'est une liberté extraordinaire. C'est une liberté extraordinaire. Et puis ta référence à Baruch me fait penser à une phrase de lui, qui dit par rapport à l'éternité, faisons l'expérience d'être éternel. C'est ça, c'est-à-dire ayons une vie pleine et comme tu dis, pleine de sagesse. Et en tant que scientifique, moi je dis quand on fait une expérience, au bout de l'expérience, ça marche ou ça marche pas. Mais on sera éternel ou pas. Mais faisons l'expérience d'être éternel. Spinoza, Baruch, bien sûr. Bien fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assistance. Je vois Odélia encore. Une petite question, mais c'est pas Pardon? sur le cours. Juste une petite question, mais c'est pas sur le cours, c'est plus. Enfin, je vois que le cours est enregistré et vous avez un flux, super. Vous le mettez où? C'est possible que ce soit enregistré, mais c'est le channel du Rav Lemel, donc j'ai aucun contrôle là-dessus. D'accord. Donc, vous savez pas où est votre nom. Mais par contre, est-ce que tu es inscrit sur les groupes? Sur le groupe de web, donc. J'imagine qu'ils vont transmettre. Après, moi, j'ai fait quelques références à d'autres études que tu peux retrouver en ligne, puisque ça fait 1 an que j'enregistre tous les cours chaque semaine sur des lectures, des études talmudiques et aussi la signification des mois de l'année et aussi quelques sirotes du Rabbi sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Table du Roi. La Table du Roi, c'est Melech Malchem Lachim. Cette formule a été inspirée par ma Chavruta hier. Et je pense que je pourrais vous dire Laïla Tov là-dessus. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui a défini mon étude l'année passée et qui définit mon étude chaque instant. C'est que lorsqu'on s'assoit et qu'on étudie, malheureusement, en ce moment, on ne peut pas étudier physiquement proches les uns des autres. Mais grâce à Dieu, comme le bâton de tout à l'heure, avec le bâton à vos mains, par les médias, par Zoom en l'occurrence, on peut toucher des personnes qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Être à la table du roi, c'est quoi? C'est que lorsqu'on étudie, il faut prendre conscience que l'essentiel, ce n'est pas le goût des aliments, mais c'est d'être à la table du roi. Et c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir que le goût des aliments, c'est yesh ta'am, j'ai compris, ça me plaît. Non. Tu es assis à étudier la Torah avec ta famille, avec tes amis, tu es en train d'étudier avec tes enfants. Ben là, tu es à la table du roi. C'est juste ta présence qui est importante. Le fait que tu comprennes pas, c'est pas grave. Le fait de t'entretenir avec des générations, il faut comprendre que lorsqu'on s'assoit dans un Beth Midrash et qu'on ouvre un Rambam, on s'assoit avec le Rambam. Le Rambam, il est au Beth Midrash. Le Malbim, il est à côté de moi. Ils sont tous à table. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai appelé cette chaîne La Table du Roi. Tu peux retrouver des vidéos et je pense que ces cours-là, une fois que je les aurai récupérés, alors à ce moment-là, je les ferai monter aussi sur cette plateforme. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à demain. Bezrat Hashem, on va expliquer le Lachon Ditsa, donc un des 12 langages de joie. Parce que comme vous savez, la bracha,
Sasson, Simcha, Khatan, Kala, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, Varva, Shalom, Vereut. Donc, c'est très difficile de traduire. Sinon, ce serait traduire par joie, 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 joie 12 fois. Mais chacun correspond à un mois de l'année. Et on va comprendre, on va tenter en tout cas de comprendre le rapport qu'il y a entre le mot Ditsa et la joie qui s'exprime par le mois de Nissan, Bezrat Hashem. Rosh Chodesh Livracha, je rappelle pour ceux qui n'ont pas fait Ma'ariv de prier à vite, et que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous protège et qu'il éloigne de nous tous les malheurs et toutes mauvaises nouvelles, et que Bezrat Hashem aussi, que comme il y a eu Itarouta, on a parlé hier, Itarouta d'Ilaïla, et qu'on est sorti des mêmes têtes char et tout le monde, on est sorti des 49 degrés d'impureté, qui est Heref Haïd, comme un clin d'œil, que Bezrat Hashem, on sorte de ce travers monumental à tous les niveaux, à tous les égards, au niveau de la santé, de la vie, et de la parnassa des uns et des autres, de la santé mentale des uns et des autres, qu'on puisse sortir Keref Haïn comme un clin d'œil, de la même façon que c'est venu, ça part de Bezrat Hashem, et qu'on puisse se retrouver tous. C'est peut-être utopique à ce jour, mais qu'on puisse se retrouver tous pour Pessah en famille, et qu'on puisse, voilà, en tout cas, qu'on continue chaque soir à se préparer. Il y a le groupe WhatsApp pour ceux que ça intéresse. Je vais donner le lien pour s'inscrire et avoir le programme. Il y a le Raveli Lemel, Avraham Lemel, son fils. Il y a le Rav Etan Galam. Il y a un cours pour femmes avec Joy. Il y a d'autres rabbanim. Donc, Bezrat Hashem, demain, une nouvelle journée. Et j'ai l'habitude aussi de dire, et ça c'est important, à chaque fois que je commence à étudier, j'ai ça dans la tête, c'est la Gemara dans le traité Shabbat, à la page, il me semble, 31. Là-bas, elle nous dit, à la fin de la vie d'un homme, on lui demande Kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments pour l'étude? Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as travaillé, commercé, eu des relations de commerce avec fidélité et loyauté? Pilpalta bechorma, est-ce que tu t'es entretenu dans des dialogues de sagesse? Et je me fais cette réflexion en permanence que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et en réalité, on peut avoir un 60e de ces réflexions et de ces questions au quotidien. Donc, le moment où on va se coucher, et c'est aussi bien de parler à minuit, c'est que le moment où on va se coucher, c'est un moment aussi de cheshbon nefesh, de prise de conscience de qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, comment je me suis comporté dans mon travail, comment je me suis comporté vis-à-vis de mes associés, de mes employés, de mes employeurs, de mes fournisseurs, de mes clients. Comment on a tellement aujourd'hui d'interactions, ça va dans tous les sens, via différents canaux, différents réseaux, mais se poser un moment dans cette journée et de se dire, d'ailleurs ça c'est un des secrets de la longévité. Parce que celui qui fait ça de façon fidèle, il ne va pas se coucher dans 5 minutes. Et on en a pour quelques heures à revenir sur toutes nos relations. Ça, c'est vraiment une source de longévité. Et de se dire, est-ce que j'ai vraiment fixé un moment pour l'étude? Là, oui, on l'a fait. Et que Bezrat Hashem soit quelque chose aussi qui revienne régulièrement. Et c'est important. On a étudié, mais qu'est-ce que j'ai pris de cette étude? Qu'est-ce que j'ai pris de cette étude? Comment je vais la mettre en pratique? D'ailleurs, les enseignements, tout à l'heure, c'est des petits bijoux comme ça, des petites perles que j'ai trouvées en ligne, des enseignements du Rabbi qui s'appellent Torah Traim. Torah Traim, c'est une Torah de vie. Torah de vie, c'est une Torah qu'on va appliquer dans son quotidien. Comment ce que j'ai étudié, comment le Korban Pessah, que le rituel de nos ancêtres, que Bezrat Hashem on reconnaîtra avec la reconstruction du temple, mais comment ça s'inscrit dans mon présent immédiat. J'attends pas des phénomènes extraordinaires qui vont s'opérer demain. Non, maintenant, tout de suite. Comment je peux influencer moi-même, mon prochain, mon lointain, toutes ces choses-là, toutes ces réflexions. Donc, Bezrat Hashem, je vous souhaite une Laïla Tov, une bonne nuit. Merci de votre présence tardive sur les réseaux et qu'on se retrouve avec des bonnes nouvelles, qu'on entende chacun des bonnes nouvelles, avec une réfoua chez Lema. Chacun pense à celui qu'il connaît et même à ceux qu'on ne connaît pas, mais réfoua chez Lema à tout le Ham Israël et à toute l'humanité qui est engagée dans cette chose. Voilà. Et aussi, malheureusement, aujourd'hui, on peut déjà dire un recueillement pour les personnes qui nous ont quittés. Ce matin, je suis très déconnecté, moi, des réseaux, mais malheureusement, on m'a porté la nouvelle d'un grand Rav, un grand Dayan qui est décédé ce matin, le Rav Ramon Alav Shalom. Il y a des pertes humaines. Il y a des pertes humaines. On est en train de faire face à quelque chose de terrible. Donc, il va falloir penser et s'attacher à son présent, comprendre à quel point la vie elle est importante, à quel point ce qu'on est en train de se préparer pour Pessah, travailler sur son langage, travailler sur chacun de ses mots. Et comme je disais, pour moi, c'est interpellant. Hein. Bon, là, je vous fais rentrer chez moi, donc je peux vous faire rentrer aussi dans ma tête. C'est interpellant de se dire à quel point les textes consacrent des pages à
la parole créatrice, mais on ne parle pas tellement, en tout cas à ma connaissance, de l'écriture qui est engageante. Aujourd'hui, par ce qu'on fait via encore une fois, j'en parlais hier, mais les réseaux sociaux, les posts, les forwards, on touche tellement de gens, on s'expose à tellement de choses. Est-ce qu'on a vraiment, à la fin de la journée, contrôle sur tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, ce qu'on a impacté? On a peut-être blessé des gens, on s'en rend même plus compte. Là, il est top. Là, il est top, une bonne chose. Nicole, tu voulais dire quelque chose? Non, mais merci. Ah, je voulais dire merci. Ah, c'est gentil. Mais tu peux poser une question ou rajouter quelque chose ou commenter, hein? Non, C'est intéressant, juste Nicole, que tu interviennes. Et c'est marrant parce que vous voyez dans Zoom, il y a un carré jaune qui vient autour. Donc, j'ai tout de suite vu qu'il y avait du son du côté de chez toi. Moi, j'ai été interpellé hier soir par la Gemara lorsqu'elle nous éduque à parler. Elle nous éduque aussi à regarder la femme juive, par 3 passages. D'une part Rivka, ensuite Tsipora, ensuite Avigail, donc Yitzhak, Moshe Rabbeinu, David Améler. La Gemara nous dit, regarde la femme juive, comment elle est pudique. Et ça, je suis vraiment interpellé. Pour moi, d'ailleurs, les femmes ont une partie prenante dans ce processus de Géoula. Et donc, je suis content aussi que ce soir, et comme d'habitude dans les classes, il y ait autant de femmes que d'hommes et que Bezrat Hashem, on ait le mérite, Bezrat Hashem, pour ceux qui sont célibataires, de fonder des foyers BMT, vraiment, avec tout ce que j'entends, vraiment, encore une fois, je disais hier, moi je suis interpellé par tout ça, par aujourd'hui Taharat HaMishpacha, par les mikvaot, par des mariages qui sont repoussés. Toutes ces conséquences-là, alors vraiment, il faut s'unir les uns les autres pour prier. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne toujours le pouvoir de notre bouche pour prier, s'adresser à lui, et que par le mérite de notre filote, on puisse avoir un lendemain beaucoup plus propice et qu'on puisse voir la lumière et qu'on sorte de nos limites et qu'on sorte aussi des tsarot Bezrat Hashem. On se retrouve demain. Amen. Laïla Tov à tous. Laila Tov, תודה רבה. Attends, merci.